ils constataient qu'ils étaient en perte de vitesse en ce qui concerne les stations-service. La problématique qui était à résoudre pour moi, ça consistait à identifier toutes les pistes servicielles. Ça posait bien évidemment une énorme question qui était celle de la spécificité culturelle. Il fallait tout de même essayer de conserver des éléments spécifiques et constructeurs de cette marque, mais également réussir à déterminer jusqu'à quel point pousser le curseur de l'uniformité était contre-productif. Il y a une phase que je qualifierais de prise de contact, où il s'agit déjà de prendre un petit peu le pouls de l'endroit où je me trouvais, de comprendre comment les gens vivent et consomment tout court. Dans un deuxième temps, de vraiment réfléchir en termes de concurrence et de se demander est-ce que la concurrence de la station-service, est-ce que c'est une autre typologie de station-service ou est-ce que c'est pas le petit gars qui est de l'autre côté de la rue et qui va te vendre, je sais pas, des bananes, des mangues ou des médicaments. Et la deuxième, ça a été du recrutement. Donc là, j'ai pris à peu près entre 10 et 15 personnes que j'ai filmées dans leur quotidien. Et puis après, je les ai laissés surtout se filmer. Je les ai équipés chacun de petites caméras dont ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc pendant une quinzaine de jours, ils filmaient tous leurs allées et venues dans les stations-service, etc. C'était un gars, et ça je crois que c'était au Sénégal. Il avait aménagé en fait une partie de la zone de desserte, de la zone d'arrivée, donc sur son parking. C'était un méga nightclub et il avait poussé le bouchon jusqu'à créer des speed dating. Et quand tu es au milieu de nulle part, la station-service devient, c'est pas un oasis, mais ça devient un endroit où les gens se retrouvent, une espèce de tiers-lieu. Alors la deuxième anecdote, mais qui traduit aussi, je pense, quelque chose de très symptomatique. C'était une dame qui est sortie de voiture, une déesse, qui s'est précipitée dans les toilettes de la station-service et qui, sur un coin de lavabo, elle a commencé à se ressaper, à se rafraîchir, à se refaire un make-up, coiffure, enfin la totale. J'ai eu énormément de personnes qui exprimaient le fait qu'ils avaient besoin d'avoir de la station-service vraiment comme une espèce de reset dans un voyage qui était assez long parce qu'ils voyageaient pour une occasion spéciale. On voit un lieu traversant, ça reste un lieu de passage, mais on ne veut pas une expérience hyper fluide, hyper pauvre, on veut quelque chose d'extrêmement dense et presque des services de l'heure de l'aéroport. Il y a d'abord eu cette espèce de boutique station-service pilote implémentée en zone urbaine qu'on a testé sur à peu près 3 mois. Le déploiement a été fait à peu près 2 ans après l'étude. Je ne vais pas te faire top chef, mais si tu perds certains codes, c'est plus un Saint-Honoré. Il y a des basiques à conserver dans les sciences humaines, quelle que soit la manière dont tu les déploies par la suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la patte. C'est-à-dire que si moi demain je fais un Saint-Honoré, déjà outre le fait qu'il sera complètement raté, je suis sûre qu'il ne ressemblera pas au Saint-Honoré de Madame Michu ou de Monsieur X dans sa cuisine. Donc la question de la patte et du savoir-faire, de l'appropriation, je pense que c'est très fort.